Imaginons deux personnes avec des vies absolument identiques, le même âge, le même compte en banque, une condition physique similaire, la même situation familiale. D'accord, vraiment le même point de départ en fait. Exactement. Et là, on avance le temps de 30 mois. 30 mois plus tard, la première personne est au sommet de sa forme, elle vient de décrocher une promotion inespérée et vit une relation de couple super épanouie. Et la seconde personne du coup? La seconde, en revanche, frôle le burn-out, a pris 10 kilos et voit son mariage s'effriter lentement. Et entre ces deux trajectoires, on pourrait chercher un événement dramatique, un drame bouleversant ou un coup du Ah sort. oui, genre une grosse faillite ou une maladie grave. C'est ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune catastrophe majeure. La seule différence tangible entre ces deux destins, c'est un choix quotidien équivalent à 125 petites calories et quelques pages lues. C'est fou, hein? Et c'est vraiment là-dessus qu'on va s'attarder pour cette nouvelle exploration. On s'attaque précisément au cœur de notre réacteur personnel, à la racine même de la dynamique que nous analysons depuis le début, c'est-à-dire nos micro-choix. Ouais, parce qu'on entretient souvent ce mythe que notre existence bascule sur de grandes décisions hyper théâtrales, genre démissionner sur un coup de tête ou traverser le globe. Alors que notre analyse démontre clairement l'inverse. Ce sont les décisions invisibles, celles qui échappent complètement à notre vigilance, qui tissent la véritable trame de notre quotidien. Et le nœud du problème réside dans un état que le texte qualifie avec beaucoup de justesse de somnambulisme. Le somnambulisme, c'est-à-dire? Le danger silencieux qui menace notre potentiel ne prend presque jamais la forme d'un acte d'auto-sabotage spectaculaire. Je veux dire, une personne saine d'esprit ne se lève pas un mardi matin en décidant consciemment de ruiner ses finances ou de détruire sa santé. Non, c'est sûr, ce serait complètement irrationnel. Voilà. La chute s'opère dans un état d'inconscience totale. La littérature scientifique et la psychologie comportementale mettent en lumière une statistique qui devrait tous nous faire réfléchir. Laquelle? 95% de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense et des actions que l'on entreprend au quotidien découlent d'habitudes acquises de manière totalement automatique. Attends, 95%, c'est massif. Ah oui, c'est énorme. En fait, l'être humain naît avec des instincts primaires pour sa survie, bien sûr, mais aucune habitude. Chaque geste machinal a été appris, encodé, puis relégué à notre subconscient. D'accord. Donc aujourd'hui, cet ensemble de routines gère 95% de notre temps de cerveau disponible en pilotage automatique complet. Mais du coup, si on suit cette logique neurologique, il y a une question d'ordre moral qui se pose immédiatement. L'encéphale humain est une machine à optimiser l'énergie, on le sait. Tout à fait. Donc j'imagine que si le cerveau relègue 95% de nos actions au subconscient, c'est tout simplement pour éviter la surchauffe cognitive. C'est exactement ça, c'est un mécanisme de survie. Mais alors, si la biologie et l'évolution nous programment pour fonctionner en mode automatique, comment on peut raisonnablement se tenir pour responsable de sa propre stagnation? Je veux dire, en tant que personne, je suis juste câblée comme ça. C'est un super point. Assumer la culpabilité d'une trajectoire imposée par nos propres neurones, ça ressemble un peu à blâmer le passager d'un train pour la direction que prennent les rails. Voilà, c'est exactement l'image que j'avais en tête. L'argument de la programmation biologique est tout à fait fondé, mais la nuance s'avère vitale ici. La biologie explique la tendance, mais elle n'excuse pas la complaisance. D'accord, je vois. Le somnambulisme n'est pas une fatalité neurologique inéluctable, c'est un état de fait que l'on tolère. Et le refus d'intervenir, la décision de laisser le pilote automatique gérer les commandes, ça constitue en soi un acte délibéré. Donc ne pas choisir, c'est quand même choisir en fait. Exactement. Et dans notre environnement moderne, l'industrie du marketing, la culture de l'immédiateté, les algorithmes, tout ça est conçu pour exploiter cette faille. On nous propose des solutions miracles pour éviter l'effort. Ouais, des raccourcis pour contourner la patience. C'est ça. Se laisser bercer par ce confort aveugle, ça revient à céder les rênes. S'extraire de ce somnambulisme exige un effort frontal de notre cortex préfrontal, la partie logique et consciente de notre cerveau. Et si on refuse d'engager cette friction cognitive, on devient le co-auteur de sa propre dérive. Une existence vécue par défaut aboutit très rarement à la destination espérée. Absolument. Mais cette myopie évolutive, notre difficulté à projeter l'impact de nos actions dans le temps, ça se heurte de plein fouet à une réalité mathématique explorée dans notre texte. Ah, le fameux dilemme du sous-magique. Voilà, l'incapacité humaine à percevoir la puissance de l'accumulation lente. Posons le scénario pour celles et ceux qui écoutent. On propose à quelqu'un de choisir à l'instant T
entre une mallette contenant 3 millions de dollars en billets de banque ou un simple centime. Juste un centime, on est bien d'accord. Un unique petit centime, oui, mais doté d'une propriété particulière. Sa valeur doublera chaque jour pendant 31 jours. Et biologiquement parlant, notre cerveau hurle de saisir les 3 millions. C'est clair. L'instinct de survie exige la ressource immédiate, tangible, lourde dans la main. Préférer un centime, ça relève presque de l'anomalie comportementale, car ça exige d'ignorer nos pulsions les plus anciennes. Et la psychologie derrière ce choix est captivante, car elle met en évidence un biais cognitif majeur qu'on appelle la dépréciation hyperbolique. La dépréciation hyperbolique. Ouais, En gros, notre cerveau est structurellement conçu pour dévaluer massivement une récompense future par rapport à une récompense immédiate. On a évolué dans un monde de rareté où survivre jusqu'au lendemain était incertain. donc la notion de rendement à long terme n'était d'aucune utilité dans la savane. Voilà, on s'en fichait complètement. Et si on observe l'évolution de ce centime magique, on comprend vite pourquoi l'esprit humain capitule. Au bout de 10 jours d'attente, ce fameux centime qui double ne vaut encore que 5 dollars et 12 centimes. Aïe. Mettons-nous à la place de la personne qui a fait ce choix. Pendant que son voisin profite de ses 3 millions de dollars, s'achète des voitures et voyage, elle fixe une caisse de 5 dollars. La dissonance cognitive et la frustration atteignent des sommets à ce stade. On traverse alors ce qu'on pourrait appeler le désert de la persévérance. C'est le moment critique où toute décision fondée sur le long terme semble s'effondrer sous le poids de l'absence de résultats. Surtout qu'au 20e jour, après presque 3 semaines de patience absolue, l'accumulation de ce centime atteint à peine 5 243 dollars. Face aux 3 millions de départ, c'est une humiliation totale sur le plan social et psychologique. Ouais, la tentation d'abandonner le processus, de se convaincre que l'effort minutieux et constant est une escroquerie intellectuelle, ça doit être vraiment écrasante. Mais c'est là que la magie mathématique opère, n'est-ce pas? Mais comment? Ce 20e jour est la métaphore parfaite des moments où nous abandonnons nos propres engagements. Notre système perceptif ne parvient pas à appréhender la courbe exponentielle. Pourtant, la mathématique suit silencieusement son cours. Il faut attendre le 29e jour, je crois, pour que le centime atteigne environ 2,7 millions de dollars. C'est ça, et là on comble enfin l'écart. Mais c'est le 31e jour que l'effet d'accumulation révèle sa véritable nature. La somme explose à plus de 10,7 millions de dollars. Plus du triple de l'offre initiale. C'est quand même incroyable. C'est la leçon fondamentale, l'invisibilité des premiers stades. Les résultats de nos micro-choix se comportent exactement comme ce centime. La fondation se construit sous la surface, à l'abri des regards, imperceptible à l'œil nu. Le seul catalyseur capable de révéler cette puissance, c'est une régularité obstinée couplée au temps. Exactement. Et d'ailleurs, l'abstraction financière du sous-magique est une mécanique redoutable, mais l'impact devient vertigineux quand on transpose cette logique à la biochimie humaine et à nos interactions sociales. Tu penses aux 3 amis évoqués en introduction? Voilà. Appelons-les Laurent, Simon et Bruno. Ils partagent le même point de départ, vivent dans le même quartier, ont des revenus de classe moyenne, une santé similaire et sont tous en couple. D'accord. La ligne de départ est la même pour tous. Laurent choisit de ne rien changer. Il maintient scrupuleusement le statu quo de sa routine. Le choix de la facilité, ou du moins de l'inertie. Ensuite, nous avons Simon. Il ne se lance pas dans un marathon et ne démissionne pas. Il modifie sa trajectoire de manière infinitésimale. Il intègre 10 pages de lecture par jour, écoute un contenu instructif lors de ses trajets et soustrait 125 maigres calories de ses repas quotidiens. Ce qui n'est quasiment rien en soi. Oui, concrètement, il remplace un soda par de l'eau gazeuse ou la mayonnaise par de la moutarde et il marche quelques centaines de mètres de plus. Rien d'insurmontable. Et de l'autre côté du spectre, l'approche de Bruno obéit à la même règle de l'imperceptible mais dans la direction opposée. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bruno s'achète une nouvelle télévision plus grande, se passionne pour une émission de pâtisserie et commence à cuisiner des muffins régulièrement. Et il ajoute 1 ou 2 verres d'alcool à ses fins de semaine? Rien d'excessif, juste de petits plaisirs. Le génie de cette observation réside vraiment dans la lenteur de la divergence. Si l'on photographie ces 3 hommes au 5e mois ou même au 10e mois, un médecin serait incapable de déceler la moindre différence entre eux. Ouais, ni un médecin ni un observateur extérieur d'ailleurs. Laurent, Simon et Bruno semblent avoir des trajectoires parallèles. C'est l'équivalent du centime qui ne vaut encore que quelques dollars. Et pourtant, l'engrenage invisible tourne. L'effet papillon s'applique au métabolisme humain. 27 à 31 mois plus tard, la divergence crève l'écran.
Bah oui, Simon, par sa petite suppression calorique, a perdu une quinzaine de kilos sans même s'astreindre à un régime punitif. Et ces lectures ont généré de nouvelles synapses, apporté de nouvelles idées dans ses réunions, augmentant sa valeur professionnelle, ce qui a déclenché une promotion. Et on peut imaginer que cette nouvelle confiance en lui a également rejailli sur l'harmonie de son couple. L'écosystème entier de sa vie s'est élevé. C'est ce qu'on définit comme une cascade causale, ou l'effet ricochet. Et c'est la trajectoire de Bruno qui illustre ce mécanisme avec le plus d'acuité. Ouais, parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'une prise de poids. Les pâtisseries supplémentaires ont introduit un léger surplus de sucre et de graisses saturées régulières. Biochimiquement, ça provoque des pics d'insuline suivis de légères baisses d'énergie en fin de journée. Une petite fatigue de fin de journée, ça a l'air anodin? Ça en a l'air, oui, mais cette léthargie l'empêche de bouger, ce qui détériore imperceptiblement la qualité de son cycle de sommeil. Un sommeil moins réparateur engendre une augmentation de la production de cortisol, l'hormone du stress, le rendant plus irritable au réveil. Et une irritabilité qui, mécaniquement, va s'exporter au bureau. Complètement. Cette tension chronique, bien que légère, effrite la patience de Bruno envers ses collègues. Ses relations professionnelles se tendent, les retours de son supérieur deviennent plus froids. Et j'imagine que pour compenser l'anxiété générée par le travail, il cherche un réconfort rapide. C'est la voie neurologique la plus rapide vers la récompense qui s'active. Manger davantage d'aliments réconfortants, il rentre chez lui épuisé, lourd, et se retranche dans le silence face à la télévision. Le manque d'attention et d'énergie isole sa partenaire, installant un ressentiment silencieux qui mène à une crise conjugale sévère. Une succession de petits effondrements physiologiques et émotionnels, tous reliés par des fils invisibles, et qui ont commencé de manière presque absurde par un simple muffin consommé par automatisme. Le fait de réaliser qu'un excès de sucre peut, par le biais d'une chaîne de dominos biologiques et sociaux, conduire à une procédure de divorce. C'est glaçant. Ouais, ça démontre que nos choix ne sont jamais isolés. Chaque action est le déclencheur d'un écosystème. Et cette contamination subtile ne se limite pas à notre physiologie. Elle vampirise aussi nos ressources de manière extrêmement agressive. L'exemple du café matinal abordé dans notre étude est frappant à ce sujet. Ah oui, le fameux café. Prenons l'habitude anodine d'acheter un café à 4 € sur le trajet du bureau. Sous la lentille de l'accumulation, la réalité mathématique nous frappe de plein fouet. Vas-y, donne-nous les chiffres. En appliquant la règle des intérêts composés à hauteur de 8% sur une période de 20 ans, on découvre que l'opportunité perdue de 7 € dépensés est colossale. Ce café matinal ne coûte pas 4 €. En réalité, sur 2 décennies, ce petit rituel nous déleste de plus de 51 833 €. C'est littéralement le financement d'un véhicule haut de gamme que l'on avale par petites gorgées distraites chaque matin. C'est fou. Ce type de projection chiffrée possède une vertu inestimable, celle de pulvériser l'illusion que le présent est déconnecté de l'avenir. Le cerveau aime isoler les événements pour en diminuer le poids psychologique. On se rassure en se disant qu'une dépense de quelques euros est statistiquement non significative, sauf que le temps agit comme un amplificateur brutal. Il relie chaque petite fuite de capital, qu'il soit financier, énergétique ou temporel, et la transforme en une hémorragie massive à long terme. Tout à fait. Mais là, je me dois d'anticiper une réticence tout à fait logique. Pour beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment, cette démonstration, bien qu'irréfutable sur le plan mathématique, ça doit sonner comme la recette parfaite pour basculer dans une anxiété permanente. Ouais, je comprends tout à fait ce sentiment. Si chaque café, chaque viennoiserie ou chaque billet de cinéma acheté équivaut à se déposséder d'une petite fortune à l'âge de la retraite, le risque est de paralyser toute spontanéité. On glisse vers une existence ascétique où l'on finit cloîtré chez soi, terrifié à l'idée d'ouvrir son portefeuille. À calculer la valeur future du moindre grain de riz, oui. Le but de la vie n'est quand même pas d'amasser du capital en vivant comme un moine névrosé, non? Cette critique est essentielle, et je te rassure car l'interprétation littérale de ce calcul conduirait effectivement à une névrose paralysante. Clarifions un peu l'intention derrière la métaphore des 51 000 euros. D'accord, je t'écoute. L'objectif philosophique n'a jamais été d'imposer la privation. L'objectif, c'est la reconquête de l'intentionnalité. L'idée est d'activer son cortex préfrontal avant d'agir. Donc, de ramener de la conscience dans l'acte. Voilà, il s'agit de se poser une question limpide devant le comptoir. Le plaisir immédiat que m'apporte ce café, ce vêtement ou cette sortie vaut-il, à mes yeux, l'équivalent de plusieurs milliers d'euros dans mon futur ? Si la réponse intime est oui, si ce café est un véritable moment d'appréciation, alors cet achat est justifié et sain.
Mais si l'achat n'est dicté que par l'ennui ou le conformisme, Exactement. Si c'est un somnambulisme total, alors ce calcul agit comme une décharge de défibrillateur. Il redonne à notre monnaie et à notre temps leur densité réelle. savoir qu'un euro dépensé aujourd'hui en vaut 5 dans le futur ne sert pas à s'interdire de dépenser, mais à s'assurer qu'on dépense pour les bonnes raisons. C'est tout le cœur du sujet. Le défi, une fois cette prise de conscience actée, devient hautement technique. Comment on force concrètement ce passage de l'inconscience rassurante à la vigilance active? L'idée de sortir du pilote automatique est séduisante, mais face à la force d'inertie de nos habitudes, la simple volonté est notoirement inefficace. Ah, la volonté seule ne suffit jamais. Notre exploration met en lumière un outil tactique bien précis, défendu par des figures du domaine comme Jim Rohn. C'est la méthode du suivi rigoureux. Le suivi rigoureux, ça veut dire quoi en pratique? Concrètement, l'exigence est d'une grande rigidité. Il s'agit de s'emparer d'un petit carnet physique et d'y consigner à la main la moindre action en lien avec l'objectif visé. La moindre action, genre tout noter? Tout. Si c'est l'aspect financier, on note chaque centime déboursé. Si c'est l'aspect métabolique, on inscrit chaque calorie avalée. Et ce, jour après jour. Je dois avouer que pour quiconque mène une vie active, l'idée de devoir dégainer un calepin et un stylo à chaque fois qu'on achète un pain au chocolat ou qu'on scrolle sur son téléphone, ça semble incroyablement fastidieux, pour ne pas dire insupportable. Et tu as raison, c'est lourd. Mais cette sensation d'insupportable lourdeur n'est pas un défaut du système, c'est précisément le cœur de son efficacité. Ah bon? La friction est volontaire. Totalement. La psychologie de la formation des habitudes repose sur une boucle neurologique très simple, gérée par les ganglions de la base. Un déclencheur, une routine, une récompense. Tant que cette boucle fonctionne sans entrave, l'habitude persiste. Donc introduire un carnet physique crée une friction comportementale majeure. Exactement. Le simple fait de devoir marquer un temps d'arrêt, de chercher son stylo et de formuler par écrit une action impulsive désactive le pilote automatique cognitif. Le suivi oblige la lumière crue de la conscience à éclairer des zones habituellement reléguées à l'ombre de l'automatisme. Le comportement humain possède cette étrange propriété. L'acte même d'observer et de mesurer modifie instantanément la nature du phénomène observé. C'est l'introduction délibérée d'une barrière d'inconfort pour contrer le besoin viscéral de gratification immédiate de notre cerveau. Et l'étude fixe une durée minimale de 21 jours pour maintenir ce suivi contraignant. J'imagine que ce délai n'a pas été choisi au hasard. Alors, on parle très souvent du temps nécessaire à la neuroplasticité pour commencer à produire des effets réels. Tout à fait. Les 21 jours représentent une estimation biologique du temps nécessaire pour initier le processus d'élagage synaptique. L'élagage synaptique. Oui, c'est le moment où le cerveau commence à détruire les vieilles connexions. Les autoroutes neuronales de nos mauvaises habitudes sont profondément creusées par des années de répétition. Le cerveau ne détruit pas ces routes du jour au lendemain. Donc maintenir cette friction consciente pendant 3 semaines consécutives empêche l'afflux d'énergie vers les anciennes habitudes. Ce qui les affaiblit et commence simultanément à consolider les nouvelles connexions créées par le suivi. La première semaine de cet exercice génère d'ailleurs un électrochoc émotionnel chez la majorité des gens. Ouais, j'imagine que se retrouver face à ses propres chiffres, ça doit faire mal. Quand on contraint l'esprit à regarder la somme réelle des calories fantômes ingérées en passant dans la cuisine, ou le montant astronomique des micro-paiements impulsifs, le déni n'est plus possible. On ne peut agir et améliorer que ce qui est devenu mesurable. Le constat est implacable. Qu'il s'agisse de la patience mathématique du sous-magique, de la mécanique en cascade qui élève ou détruit la vie de nos 3 amis, ou du pouvoir de friction généré par un simple carnet de notes. Toutes ces notions convergent vers un seul et même point de bascule. C'est ça. Mais du coup, comment peut-on synthétiser cette dynamique globale des choix pour en tirer l'essence même de l'impact à long terme? L'analogie finale proposée pour synthétiser tout ce mécanisme est redoutablement claire. Imaginons un avion de ligne commercial positionné sur le tarmac de Los Angeles, avec pour plan de vol initial la ville de New York. D'accord, d'une côte à l'autre des États-Unis. Voilà. Au moment précis du décollage, le commandant de bord modifie l'axe du nez de l'appareil de seulement 1%. À l'échelle humaine et visuelle de la piste d'atterrissage, cette déviation d'1% est indétectable. L'avion semble parfaitement aligné. Absolument. Cependant, projeté sur l'immensité géographique du continent à une vitesse de croisière constante, cette minuscule correction angulaire va s'amplifier inexorablement. Quelques heures plus tard,
l'appareil n'atterrira pas à New York. Il arrivera où? Il se retrouvera à des centaines de kilomètres de sa cible, peut-être dans l'État du Delaware ou à Albany. Les trajectoires de nos vies obéissent rigoureusement à cette même loi. L'endroit où nous atterrirons dans 5, 10 ou 20 ans ne dépend donc pas des grandes tempêtes que l'on traverse, mais des standards infimes que l'on accepte de tolérer aujourd'hui. L'exigence ou la laideur des petits choix dessine silencieusement nos coordonnées d'arrivée. C'est joliment dit. Et cela soulève une ultime réflexion, une dimension souvent ignorée du processus. On se focalise spontanément sur les résultats visibles. Le solde bancaire, la perte de poids, le poste obtenu ou les relations sociales. Ce qui est normal, ce sont les métriques qu'on nous apprend à valoriser. Bien sûr, mais la psychologie suggère une vérité encore plus profonde concernant l'effet cumulé. Chaque petit choix n'est pas seulement une action qui modifie notre environnement matériel, c'est fondamentalement un vote que l'on dépose dans l'urne pour déterminer le type de personne que l'on souhaite devenir. Un vote pour notre future identité, en somme. Exactement. Cette accumulation ne forge pas seulement notre réalité, elle modèle notre identité. La question centrale qui émerge de cette analyse dépasse donc le simple « où est-ce que cette infime tolérance d'aujourd'hui va-t-elle me mener géographiquement ou financièrement ?» Quelle est la vraie question alors? La véritable interrogation, celle qui donne tout son poids au moindre de nos actes quotidiens, c'est en qui cette action silencieuse, répétée jour après jour, est-elle lentement en train de me transformer? C'est une pensée fascinante. Réaliser que la personne que l'on sera demain se sculpte irrévocablement dans les calories que l'on refuse, le carnet que l'on ouvre ou l'inconfort cognitif que l'on choisit d'affronter aujourd'hui. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.